toutes et à tous et bienvenue dans l'École du Futur. Très contente de vous retrouver pour ce nouveau numéro. Au programme aujourd'hui, on va commencer par notre focus. D'abord avec le Clémy qui nous propose un nouvel épisode de sa série La famille tout écran pour aider petits et grands sur leur rapport aux écrans. On découvre ça dans un instant. Et puis elle a une idée derrière la tech, c'est Jeanne Dreyfus qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Jeanne. Bonjour Philippine. De quoi vous allez nous parler ? Je vais vous parler aujourd'hui de campagnes de marketing immersif ou comment la réalité augmentée ou comment la VR ou la réalité mixte sont utilisées pour communiquer autour d'un produit ou d'une marque. Bienvenue dans le futur de la pub. Philippine, on en parle tout à l'heure, on défriche. Merci beaucoup Jeanne. Et puis c'est notre question du jour. On a le plaisir aujourd'hui d'accueillir à nouveau sur notre plateau, en duplex en tout cas, la fondatrice de l'application Corneille qui était déjà venue la saison dernière. Vous vous souvenez sans doute de ce projet innovant. Bonjour Anna Megelea, bonjour. Bonjour. Projet innovant justement qui propose un apprentissage de la lecture mêlant méthode syllabique, intelligence artificielle et support papier. On va voir ensemble avec vous Anna justement comment Corneille a évolué depuis votre dernière venue et comment cette approche contribue à repenser l'école de demain. On le fait dans un instant juste après le focus. D'abord, donc, on regarde ensemble un nouvel épisode de votre série préférée, La famille tout écran, qui nous est proposée par notre partenaire, le Clémy. On découvre ça tout de suite. Salut, c'est Jackie Visiop 88 et bienvenue sur mon nouveau live. Au programme, des femmes pour assouvir. Aïe! Désolé, je n'avais pas vu tes doigts. J'ai pas fait exprès, ça s'est ouvert tout seul. Dis donc, on me la fait pas, moi. Mais je te jure, j'y suis pour rien. Pourtant, il a cliqué. Tu veux rencontrer des filles coquines Qui aime le chocolat parce que c'est plein de magnésium. Mais comment on bloque ça? des femmes d'expérience. Mais il y a combien de pages ouvertes là? Je suis désolée, c'est vrai, mais c'est apparu quand j'étais sur mon forum et j'ai cliqué. Et après, ça a ouvert plein d'autres pages. C'est pas ta faute, mais il y a des personnes qui pensent pas à toi. Avec ce genre d'image, elles gagnent beaucoup d'argent de la publicité et sans se soucier qu'un enfant puisse tomber dessus. Il y a des sites que tu ne dois pas voir et notre rôle, c'est de te préserver de tout ça. On sera plus vigilant avec le contrôle parental. Allez, file, mon grand. Je devrais quand même peut-être vérifier ces pop-up, tu crois pas? Moi, je crois que je vais surtout mettre le contrôle parental sur toi aussi. Ah. Vos enfants peuvent être exposés à des images pornographiques sur Internet. Pour éviter cette situation, installez le contrôle parental, un antivirus et un anti-fenêtre publicitaire. Surtout, parlez avec votre enfant quotidiennement. S'il a vu des images qui l'ont traumatisé, n'hésitez pas à vous faire aider par un professionnel pour qu'il puisse s'exprimer. Tu aimerais rencontrer un jeune homme de ta région avec des tablettes de chocolat. C'est pas vrai, ça vient d'où ça? C'est pas une pub mensongère, tu le noteras. Allez, toute autre chose maintenant. On vous propose dans l'émission un grand tour d'horizon de la lecture à l'ère du numérique. Tablette, ordinateur, smartphone, évidemment, tout évolue, même la façon dont nos enfants découvrent le plaisir de lire. Alors, comment retrouver parfois aussi le goût du livre dans un monde ultra connecté? Quels sont aussi les nouveaux formats et quelles innovations pédagogiques émergent? On en discute tout de suite ensemble dans la première partie du talk. Et pour en parler en duplex avec nous, Anna Megelea, je rappelle que vous êtes la cofondatrice de Corneille. On est très content de vous recevoir aujourd'hui. Merci d'être parmi nous. La saison passée, donc, vous étiez venu dans l'émission nous présenter les débuts de Corneille. Enfin, les débuts, quelque part, non, parce que vous y êtes, ça fait quelques années que maintenant vous travaillez, mais vous êtes venu nous présenter les évolutions de cette application qui aide les enfants à entrer dans la lecture par le jeu, soutenue par l'intelligence artificielle, maintenant par des supports papier aussi. Et c'est ça qui est innovant chez vous. C'est cette alliance entre le numérique et le côté papier du livre. Justement, peut-être une première question pour commencer, et pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas, où est-ce que vous en êtes de votre développement aujourd'hui? Donc, Corneille, aujourd'hui, elle est commercialisée à la fois pour les parents et dans les écoles. Et on est présent avec ce double support. Nous, on n'est pas des adeptes du numérique, mais en situation de difficulté, il permet une accessibilité que le papier peut ne pas permettre. Donc nous, Corneille, s'adresse à des enfants petits de 3 à 8 ans qui sont en apprentissage de la lecture et on a des activités très simples et très ludiques. La partie plateforme, donc elle peut être disponible sur téléphone, sur tablette ou sur ordinateur, est très simple. On a un personnage qui accompagne l'apprentissage de la lecture, un peu un compagnon de lecture dans l'univers de la forêt, et avec des activités simples, de rimes,
de mots, découverte de mots, on va travailler plusieurs entrées, à la fois l'entrée des sons, mais aussi la manipulation des différentes lettres que l'enfant commence à apprendre. Donc la partie numérique permet d'avoir un feedback rapide et la partie papier permet de voir un peu le sens du livre. Parce que quand on lit voilà, le français de gauche à droite, on tourne les pages d'une certaine façon, et ça, l'enfant doit l'apprendre. Donc, un apprentissage uniquement numérique n'est pas possible, d'où le fait que nous, on accompagne ces apprentissages vraiment des tout petits par du numérique et par de l'interactif, mais également, on les accompagne par du papier. Les premières lectures qui suivent donc notre progression sont des lectures de phrases pour montrer à l'enfant assez vite que ce qu'il lit a du sens dans des petites phrases. Donc, c'est des contenus qui sont disponibles dans une bibliothèque numérique de l'application, mais également dans des petits fascicules qui sont disponibles dans la bibliothèque de classe ou à la maison. Merci Anna. Alors je disais en introduction aussi, j'ai cru comprendre que vous utilisiez maintenant l'intelligence artificielle. Comment ça se passe? De quelle manière vous l'utilisez? Donc on l'utilise de deux manières. La première manière, c'est l'enfant dans le numérique, il est accompagné en fonction de ses échecs, on lui propose une nouvelle activité. Et ça, ce sont des algorithmes de parcours adaptatif qu'on a eu depuis le début. Donc un peu comme le professeur qui en classe voit la progression de l'enfant, c'est un peu de la même façon. Le professeur crée sa propre progression dans ce qu'on appelle le back-end. L'enfant ne le voit pas, mais l'algorithme propose une adaptation dans cette progression, à dire tu vas aller à ton rythme. Tu peux aller plus vite ou moins vite. Et donc, du coup, on propose les activités en fonction du rythme de chaque enfant. Donc ça, c'est la première façon. Et on est en train d'utiliser tout ce qui est IA génératif pour créer plus de contenu. Mais aujourd'hui, c'est plus en phase de recherche. Toute la partie qui est montée derrière dans l'application, il y a une validation humaine. Donc, un peu une relecture des professeurs. Souvent, les auteurs sont des professeurs. Une validation humaine qui reste encore nécessaire de ce que je comprends effectivement toujours, et c'est important. Alors vous visez aussi à réduire ces difficultés de lecture qui touchent, je l'ai appris, près d'un enfant sur 5 en France à l'entrée en 6e, tout en suscitant évidemment, on comprend avec votre application et vos formats du plaisir chez les enfants, chez les apprenants. Au-delà, Anna, de l'enthousiasme initial que suscite votre outil, comment on fait pour maintenir justement l'engagement quelque part des enfants sur le long terme, surtout quand la lecture à cet âge-là, ça peut sembler en tout cas un petit peu fastidieux? Je pense que nous, en tant qu'adultes, on a aussi un rôle d'exemple, mais ce qu'on a, les retours des professeurs qu'on a, c'est à travers différentes formes de lecture et leur montrer aussi que le numérique en fait partie, pas uniquement du divertissement, mais de l'apprentissage. On arrive à apporter du plaisir. Donc, il y a des classes où, malheureusement, même s'il y a l'équipement, il ne peut pas y avoir du Wi-Fi. Donc, on avait une classe en expérimentation et les enfants ont fait, pendant la pause, et étaient ravis de travailler avec Corneille pendant la pause, sur un banc dehors. Donc, du coup, cette motivation, elle est quelque part un peu intrinsèque, mais je pense pour qu'elle puisse durer, il faut qu'elle soit encouragée en disant bravo, tu vois que tu fais des progrès, parce que les enfants dans l'application, ils voient comment ils progressent, et leur proposer différents supports. Vous reposez aussi sur la méthode syllabique. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas forcément, qu'est-ce que c'est que la méthode syllabique? Donc, la méthode syllabique ou la méthode phonimique, qui est la notion vraiment inférieure à la syllabe, c'est comme ça que le cerveau apprend. Donc, dans notre cerveau, on va lier un son à une écriture qu'on a l'habitude. Donc, OU, ça va faire U. Ça va faire OU tout le temps. U, ça va s'écrire OU. Donc, du coup, cette correspondance, elle se crée dans l'apprentissage de la lecture. C'est ça qui change. On commence à faire une correspondance. Donc, la correspondance peut être dans une langue ou dans plusieurs langues en même temps. Mais donc, du coup, c'est comme ça que le cerveau apprend. Et petit à petit,
on va les assembler, ce qu'on appelle le décodage, pour arriver sur des syllabes, et puis derrière sur du sens des mots. Quand on est adulte, on a l'impression de lire en global, parce qu'il y a une autre voie qui se met en place, qui est la voie lexicale, mais qui arrive après dans l'apprentissage de la lecture. Du coup, si on mélange des lettres dans un mot, on arrive quand même à lire le mot uniquement par sa longueur. Et certains d'entre nous pourront ne jamais voir que le mot n'était pas correctement écrit, parce que la voie lexicale du contexte fait qu'on comprend. Et donc, on a l'impression de lire, mais les enfants, quand ils apprennent à lire, ils vont apprendre de manière syllabique ou phonémique. Bien sûr. Merci pour cette précision. En tout cas, alors on l'a dit, méthode syllabique, un bon mélange, en tout cas, savant mélange entre le numérique et l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, justement, en éducation, faut-il, selon vous, la cadrer fermement, plus ou moins fermement, pour éviter certaines dérives, ou au contraire en exploiter toujours plus les potentialités? Quel est votre avis là-dessus? Bon, c'est assez compliqué. Je pense que sans l'encadrer, de toute façon, ce qu'on voit, c'est que ça pourrait devenir plus puissante, et ça dépend aussi de quelles décisions on confie. Dans l'éducation, dans la manière dont nous on l'utilise, je pense qu'il n'y a pas de danger, mais une voiture autonome gérée par une intelligence artificielle qui va devoir arbitrer entre est-ce que je tue un jeune enfant ou un vieux, voilà, c'est un arbitrage, elle pourrait la faire, cette intelligence artificielle, mais ce n'est pas humain. Donc derrière, c'est aussi quelles décisions on confie à l'intelligence artificielle et jusqu'où, c'est plutôt des débats. Donc oui, je suis d'accord qu'il faudrait d'une certaine façon l'encadrer, bien sûr. Votre collaboration avec l'Éducation nationale aussi via la subvention EDIUP, vous nous en avez parlé la saison dernière, vous a permis de donner davantage de visibilité à Corneille, à la fois bien sûr au grand public et puis aussi bien sûr auprès des enseignants. Est-ce que vous voyez un rapprochement durable entre les startups comme la vôtre et les institutions comme l'Éducation nationale? Oui. De plus en plus, on travaille avec l'Éducation nationale. On a plusieurs commandes, notamment dans des classes dans l'Aisne et dans le Val d'Oise, qui utilisent Corneille en classe. Mais c'est aussi pour aller plus loin, pour construire un peu la suite. Nous sommes en train de travailler avec les différentes académies sur des projets différents autour de la lecture et du français, oui. Bravo en tout cas pour tout ce que vous faites. On va continuer à en parler bien sûr dans un instant. D'abord Anna, si vous voulez bien, on va faire un petit tour du côté de la planète tech. D'abord donc images et vidéos, c'est le meilleur d'internet, ça s'appelle le Zap et c'est toujours l'œil bien sûr de Jean Martineau.
retour toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de notre invitée qui est en duplex avec nous aujourd'hui, Anna Megélea, la cofondatrice de Corneille. Anna, juste avant de reprendre nos échanges, on va laisser place à la chronique de Jeanne Dreyfus qui a une idée derrière la tech. Jeanne, avec vous aujourd'hui, retour vers le futur de la publicité, car vous allez nous parler de marketing immersif. Absolument, cette branche du marketing qui utilise la réalité augmentée, la VR, comme outil de communication. Alors, on avait déjà parlé sur ce tableau des FOOH pour Faux Out of Home, ces campagnes de pub qui créent des animations fictives dans des décors de vie réelle, un peu comme la réalité augmentée. Mais ici, quand on voit des sacs Jacquemus emprunter la rue de l'Opéra, des bus anglais se refaire une beauté en passant, en fait, on se demande, mais est-ce que c'est vrai ? Eh bien non, Philippine, ça n'est pas vrai, mais ça plante le décor du marketing immersif, c'est-à-dire association d'une narration produit et de la réalité dans un seul univers interconnecté. Alors c'est quoi la valeur ajoutée de ce type de marketing ? Alors l'apport de la tech, il va en fait faciliter, en tout cas c'est ce qu'il souhaite, l'acte d'achat. Ça va passer par la mise en situation, par exemple, dans son environnement d'un produit. Ikea, par exemple, propose de voir comment, par exemple, tel ou tel fauteuil ou canapé va donner dans son salon. La plateforme Amazon, on le voit ici, quant à elle, a développé une fonctionnalité qui permet d'essayer les baskets tout en évitant les files devant les magasins. Mais le plus intéressant, eh bien, c'est quand l'augmentation du réel passe par des histoires, de véritables histoires, comme pour la marque de robes Havana Club, qui a rendu ses étiquettes interactives avec des petits pop-up books 3D très très mignons qui viennent prolonger l'expérience du spiritueux. Même initiative pour l'autre marque de spiritueux, Jack Daniels, qui elle fait vivre à la première personne l'histoire de Jasper Daniels, aka Jack Daniels, qui lui a fondé sa distillerie dans le Tennessee où il fait toujours ses liqueurs. Et donc, on voit dans cette vidéo qu'il utilise de l'eau qui vient des grottes du Tennessee, qu'il utilise du charbon de bois fait à partir d'érable à sucre. Bref, en fait, ce que ça permet de faire, ce marketing immersif, c'est de passer du storytelling au story living. Et la mémorisation de la marque, elle est augmentée selon les données de l'association VR Marketing de 80% par rapport à la lecture traditionnelle qui, elle, est de 20%. On rappelle que l'alcool est évidemment à consommer avec modération. Alors, dans un cas, on est sur une digitalisation de ce que je comprends de l'expérience client. Dans l'autre, dans la création de véritables récits qui se rapprochent du cinéma presque. Ouais, en fait, on parle de Figital. Figital pour mélange de physique et de digital. Et en fait, le maître en la matière dans ce domaine-là, c'est une marque de doudoune qu'on connaît, ça s'appelle Canada Goose. Elle, en fait, elle a créé un magasin complètement dingue à Toronto, ville où est née la marque. Les clients entrent dans la boutique par une sorte de crevasse, chaque pas faisant craquer le sol. Et ensuite, on pénètre une salle de 360 degrés pour une immersion dans l'Arctique où il fait température moins 12 degrés. Et là, on a la doudoune. Donc, on voit si elle est efficace ou pas. Et par terre, il y avait de la vraie neige. Donc, l'expérience, elle est assez immersive, en effet. Et donc, l'idée, évidemment, c'est de pousser à l'achat de ces petites parkas dont le prix conseillé est de 1100 à 1700 euros. Et ça marche, ça ? Et bien en tout cas, ça fait parler de la marque. Ça va fluiditer l'expérience. On est un peu comme chez McDo, on peut acheter des doudounes en les faisant défiler sur un écran après avoir remarqué que vraiment on a très très chaud par moins 12. Mais en tout cas, ce qui est paradoxal dans ces initiatives, c'est que l'immersif, il va aussi être un moyen de revenir à des expériences en fait bien réelles. Et ça peut aller loin, par exemple. Chanel, pour les 100 ans de Chanel numéro 5, la marque française, Chanel, avait carrément fait une exposition totale au Grand Palais éphémère. Ils avaient fait un chapiteau géant, il y avait des animations, des chorégraphies, une salle de contrôle. C'est magnifique. Ouais, c'était très 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 beau. On pouvait téléphoner, jouer à la roulette russe. Mais en fait, le tout consistait à faire vivre une légende sur laquelle Chanel fait ses bénéfices. C'est vraiment largement du récit. Et quand je parlais de cette idée non plus de télé-réalité, mais de pub-réalité, ce qu'on pourrait appeler comme tel, c'est bien ce qui a guidé le rappeur français Riles. Je ne sais pas si vous avez vu passer il y a 3 semaines, ce qui est sans doute la campagne de marketing immersif la plus ambitieuse de l'année. À l'occasion de la sortie de son album Survival Mode, le chanteur, il avait réalisé une performance de fou furieux. Il avait couru pendant 24 heures consécutives sur un tapis de course. Là, on est à 11h et quelques, 11h40. Et
le mec n'a pas l'air fatigué, donc c'est un surhomme. Tout le monde en avait parlé, ça avait fait le tour de la toile et ça avait évidemment fait exploser l'engagement des internautes. Comme quoi, la réalité a du bon, évidemment, si et seulement si c'est relayé, surtout les réseaux sociaux. On est en 2025, ne l'oublions tout de même pas, c'est le réel, mais digitalisé. Le Figital. Le Figital. Merci beaucoup, en tout cas, Jeanne, pour cette chronique. On lance ensemble toutes les deux la deuxième partie du talk. Et on retrouve toujours en duplex avec nous Anna, qui est là, donc je rappelle, la cofondatrice de Corneille. On a parlé avec vous justement des actualités de Corneille, une partie d'intelligence artificielle, une partie aussi de papier qui est nécessaire justement, notamment pour les enfants, pour leur apprendre à lire, leur donner le goût aussi de la matière et de la lecture. Vous mettez d'ailleurs en avant l'importance de la lecture comme socle de tout apprentissage en proposant un système de badge, de récompense assez ludique, ce qu'on pourrait appeler la gamification aussi maintenant. Est-ce que vous avez le sentiment que les jeunes générations recherchent aujourd'hui de plus en plus une sorte de gratification immédiate? Est-ce que ça c'est nécessaire justement pour créer de l'engagement dont on parlait tout à l'heure auprès des jeunes, auprès des enfants? Oui, je pense que les enfants ont l'habitude dans leur environnement, voilà, de la récompense. C'est un peu comme ça qu'on motive souvent les enfants. Voilà, tu as fait quelque chose, on te donne de la récompense. Je pense que la récompense est nécessaire pour garder la motivation, mais il faut pas que ça soit l'unique chose. Donc nous, la gamification, c'est une couche, c'est vraiment un peu le début, ça. Mais à travers la gamification, on leur donne aussi le résultat. Parce que voilà, on récupère un badge, mais le badge, il va être de la couleur de la réussite. Donc, il faut toujours, surtout pour la lecture, c'est un produit culturel, donc il faut apprendre à lire. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut apprendre. Donc, on doit déposer un certain effort pour le faire. Pour certains, c'est plus simple, pour d'autres, ça demande un peu plus de temps. Donc, ce goût de l'effort, il faut quand même le montrer à l'enfant, et on le montre finalement, ce qu'on appelle souvent le goût de la lecture, c'est ça. J'ai réussi à passer certaines étapes, et donc du coup, je commence à comprendre, je commence à prendre plaisir parce que ça m'ouvre un autre univers. Et un autre projet sur lequel on travaille, dont je pense que c'est important, on a une thèse donc, avec l'Université de Lille, une orthophoniste qui fait une thèse en sciences cognitives sur la partie vocabulaire. Parce qu'on parle beaucoup dans la lecture du décodage, mais il y a toute une partie, si on n'a pas suffisamment de vocabulaire, donc le vocabulaire au départ c'est à travers la langue orale, mais si on ne peut pas comprendre le texte, si on ne connaît pas 90% des mots d'un texte. Donc ça veut dire que c'est beaucoup, et donc du coup on ne sait pas de combien de fois on doit exposer un enfant à un mot pour qu'il l'acquiert. Donc, en entrée en CP, ce qui est mesuré, c'est qu'on a des enfants qui ont plutôt 4000 mots dans leur base de mots qui peuvent reconnaître en contexte. Et dans des milieux favorisés, cette base est plutôt de 20 000 mots. Donc, on a déjà un facteur x5. Et quand on rentre en lecture, si on n'a pas suffisamment de vocabulaire, on va être beaucoup plus dans le décodage parce qu'on va devoir décoder plus de mots. Là où, ce que je parle de la voie lexicale, elle va mettre plus de temps à se mettre en route. Donc, le plaisir va arriver un peu plus tard que pour des enfants qui ont du vocabulaire. Donc, aujourd'hui, avec l'objectif de la thèse, c'est de voir comment, à travers l'oral, on peut apporter plusieurs mots avec des histoires qui sont racontées. Typiquement, les podcasts, c'est une bonne chose. Mais souvent, les familles qui proposent des podcasts ont aussi des livres dans leur entourage. Donc, c'est en tout. Nous, dans Corneille, on veut voir de manière scientifique comment on apporte encore plus de vocabulaire à travers les histoires qu'on propose, en même temps que l'apprentissage des phonèmes et des sons. Vous parlez de plaisir, c'est intéressant. On avait reçu une autre personne qui avait développé une technologie d'apprentissage et elle faisait en sorte qu'il y ait 80% de réussite un peu régulièrement, 80% de réussite absolument presque tout le temps pour que justement l'élève il ait confiance en lui et qu'il soit dans ce plaisir-là. Est-ce que vous êtes plutôt orienté vers une confiance en soi de l'élève ou plutôt vers justement un objectif à atteindre et voilà. C'est quoi votre philosophie? En fait, on fait les deux.
à travers le parcours adaptatif. Donc effectivement, l'enfant, il faut qu'il réussisse. Si je ne me trompe pas, ça s'appelle le pont du développement optimal pour l'enfant, mais c'est pas vraiment ma spécialité. En fait, l'enfant, il faut qu'il fasse un peu d'effort, mais pas trop d'effort. Le gap, il peut être pas trop important. Et quand les enfants apprennent à marcher, c'est un peu là où ils se positionnent. Voilà, je vais monter une petite marche, je vais monter sur quelque chose, mais pas trop haut. Donc du coup, l'idée du parcours adaptatif, c'est ça. Mais si l'enfant il a choisi une activité qui est trop difficile pour lui, on lui montre le résultat de cette activité. Donc on n'est pas à lui dire « Ah oui, tu as mieux fait qu'autre chose ». Par contre, l'activité, voilà, si l'enfant choisit de suivre notre parcours, les activités sont de telle manière pour pouvoir progresser. Et ce sur quoi on travaille, c'est sur la durée de l'activité. Quand une activité va être plus compliquée, de ne pas l'avoir voilà, plus de 30-40 secondes. Pour des pas plus d'une minute après. Alors justement, c'est intéressant ce que vous dites, parce que cette logique de parcours individualisé, on le voit de plus en plus dans les startups EdTech qui viennent sur ce plateau ou en duplex comme vous. Est-ce que malgré tout, pour vous, c'est la clé de l'école de demain? Comment concrètement les professeurs aujourd'hui qui peuvent nous écouter ou nous entendre, nous voir, pourraient mettre cette méthodologie, quelque part cette pédagogie, en œuvre dans leurs cours dès aujourd'hui? Moi, je pense que les bons professeurs le font déjà. Et le font déjà peut-être pas de manière aussi évidente ou aussi structurée, mais un bon professeur, en suivant les élèves, va savoir quelle activité proposer. Et va peut-être proposer des activités différentes à différents groupes d'élèves. Le numérique en soi, dans comment on l'intègre dans la pédagogie, c'est plutôt souvent des projets d'établissement, des projets comment moi en tant que professeur, je vais monter en compétence sur du numérique. Donc il y a des professeurs qui vont avoir une approche assez simple, comme je disais. Plus j'ai de points de différence d'entrée en lecture, mieux l'enfant va être. Donc du coup, ils vont proposer typiquement les tablettes avec Corneille au fond de la classe. En même temps qu'ils vont proposer la bibliothèque des livres progressifs de Corneille en fond de la classe, et lui, il va faire son cours un peu magistral. Donc ça, c'est une des manières de le proposer. Il y a d'autres professeurs qui vont faire presque le cours magistral avec Corneille en global classe, et après, sur des tablettes, donc tout ça dépend bien sûr de l'équipement, les enfants vont refaire la même chose en individuel. Donc tout dépend de qu'est-ce qu'on est capable de faire, de comment on est à l'aise avec le numérique, de l'âge des enfants. Parce que si j'ai des enfants de 4 ans, les mettre sur des tablettes, juste en soi, ça nécessite une logistique. Donc il faut 2 adultes. Ça dépend vraiment si je travaille en petit groupe, c'est beaucoup plus simple parce que je vais travailler en autonomie avec un groupe sur les tablettes. Donc, mais ça, les professeurs, et donc la partie adaptative, aujourd'hui, elle n'est pas en France sur les évaluations, mais elle peut être aux UK ou aux US. Mais pour ce que c'est de l'apprentissage, c'est des outils. Et les professeurs vont assez facilement, quand ils planifient leurs cours, se dire, voilà, on fait des groupes différents dans la classe, et les professeurs savent généralement quelles sont les compétences de chaque enfant à travers les évaluations. Le futur de la lecture, en tout cas, s'invente avec vous, notamment, Anna. Merci d'avoir été parmi nous en duplex. Je rappelle que ça s'appelle Corneille. On vous souhaite tout le meilleur pour la suite, bien sûr. Et puis, vous serez là, vous êtes toujours la bienvenue pour nous parler justement de vos actualités et de votre vision, justement, du futur de la lecture à l'ère numérique. Merci aussi à vous, Jeanne, d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Dylan Kohler d'avoir produit cette émission. Merci à la régie aussi. Et nous, comme tous les jours, dès demain, dès 12h30, et toujours sur School TV. On se retrouve d'ici là. Passez une très bonne journée. Ciao.